Vous écoutez les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner au quotidien des acteurs de référence dans le domaine des ressources humaines, du talent management, mais pas seulement. Et on a voulu, pour ce podcast, vous offrir un moment privilégié avec certains de ces interlocuteurs qui vous partagent leur expertise sur un sujet de leur choix. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Couder, directeur associé chez Agorize et fondateur chez Influence RH, qui vient nous parler de marque employeur et de personal branding. Bonjour Guillaume. Bonjour Chloé. Est-ce que tu peux, pour les personnes qui éventuellement ne te connaîtraient pas encore, te présenter, nous dire en quelques mots ton parcours et qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là aujourd'hui ? Avec plaisir. Alors je suis Guillaume Couder, je travaille sur les sujets liés à la marque employeur depuis 2009. En 2009, en fait, j'ai créé un blog, marqueemployeur.net, sur lequel je parle de pas mal d'initiatives menées par les entreprises pour attirer et fidéliser les talents. Et le blog a plutôt bien fonctionné, il faut le croire, puisque derrière ça m'a attiré pas mal d'opportunités. Puisqu'aujourd'hui, j'anime des formations, des conférences, j'écris aussi pas mal de contenu pour des sites comme Glassdoor, comme le site de recrutement de Decathlon. J'anime aussi des podcasts, donc Chloé, tu seras évidemment la bienvenue sur un de mes épisodes. Avec plaisir. Voilà, le rendez-vous est pris. Et je fais pas mal de petites choses autour de la marque employeur. Et alors, si tu veux dire un truc un petit peu plus personnel que l'audience ne saurait pas encore, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi ? Ce que je pourrais dire, c'est que j'ai commencé à travailler sur les sujets liés à la marque employeur en développant mon propre personal branding. Et je pense que ce sujet-là peut pas mal intéresser, j'imagine, les auditeurs. Puisqu'en gros, c'est tout simplement en développant ma propre visibilité que j'en suis venu à investir ce sujet et à aider les entreprises à développer la leur en fait. C'est super, tu vas nous donner pas mal de conseils dans un moment sur le sujet. Alors, pour moi, c'est un épisode un peu particulier justement par rapport à la thématique que tu as choisie. On s'est rencontrés assez récemment et on s'est rendu compte que une grosse partie de nos sujets sont assez complémentaires entre la marque employeur pour toi et de notre côté la professionnalisation du recrutement et de l'assessment. Donc pour moi, c'est un épisode qui m'intéresse forcément beaucoup vu qu'on peut se croiser assez régulièrement chez des clients sur des sujets différents. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le sujet de la marque employeur, c'est quelque chose qui te touche particulièrement ? Alors, à la base, je me suis orienté vers des études RH, donc très orienté recrutement, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, comme on disait un peu à l'époque, ou formation. On a un peu abandonné ce terme-là aujourd'hui. Et bon, clairement, les sujets étaient perçu comme assez administratif. À l'époque, c'était pas forcément mon dada. Et par contre, il y a un sujet qui émergeait pas mal, c'était celui de la marque employeur, qui était tout récent, en fait, en 2009, lorsque je m'y suis lancé. La marque employeur, en fait, c'est un sujet qui est à mi-chemin entre le marketing et la com et les ressources humaines. C'est finalement comment est-ce qu'on applique les techniques de vente au recrutement, à l'attractivité de talents pour qu'ils viennent, du coup, travailler au sein de notre entreprise. Et ça, clairement, ça m'a tout de suite plu et je me suis investi à 100% sur le sujet. Et pour ceux qui auraient besoin de chiffres, est-ce que tu aurais quelques chiffres clés pour nous expliquer l'importance du sujet ? Alors en fait, des chiffres clés, il y en a beaucoup aujourd'hui, même encore plus qu'il y a à peu près une quinzaine d'années, puisque on le sait aujourd'hui, on a moins d'un Français sur deux, c'est-à-dire 46% de Français qui se considèrent engagés au sein de leur entreprise. Donc c'est plus d'un Français sur deux en fait qui se considère comme désengagé de son entreprise. On a vu aussi que 74% des salariés ont vu un collègue partir durant ces 12 derniers mois. Ce que j'entends par partir, c'est quitter l'entreprise, évidemment. J'imagine. Et on le sait aussi, les statistiques le montrent, un jeune sur 3 a changé d'orientation pendant la crise sanitaire. C'est vrai qu'on met souvent en avant les métiers de la santé, de l'hôtellerie et de la restauration. Mais ces secteurs ne sont pas les seuls touchés par cette stat. C'est compliqué en fait pour tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Ouais, ça replace bien l'importance du sujet. Donc, merci pour ces chiffres. Et d'ailleurs, sur le sujet hôtellerie-restauration, pour ceux qui n'ont pas entendu le premier podcast de Guillaume Dacunha chez Disneyland Paris, je pense que ça fait aussi un très bon lien avec ce sujet. On a parlé finalement ensemble au détour d'un verre du sujet de la grande démission, qui est un sujet dont nos clients respectifs nous parlent beaucoup. Que de notre côté, on aborde beaucoup sous l'angle de forcément l'importance de développer ou de coacher des managers, mais aussi d'évaluer le fit culturel entre des candidats et une entreprise. De ton côté, je sais que c'est un sujet que tu abordes beaucoup aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Aujourd'hui, c'est vrai que les salariés ont beaucoup plus facilement tendance à quitter leur entreprise parce qu'ils sont plutôt en situation de force. Je dis salariés, mais ce sont les candidats aussi. Je travaille régulièrement dans des écoles comme l'ISCOM, comme HEC par exemple, et en échangeant avec les étudiants, ils sont beaucoup moins frileux
à aller voir ailleurs. Ils se disent bah voilà, si ça me convient pas, si les conditions de travail ne me plaisent pas, si la politique de rémunération n'est pas à la hauteur, si l'ambiance de travail ne me convient pas, eh ben je vais tout simplement aller voir ailleurs. Alors qu'il y a quelques années, ces candidats hésitaient tout simplement puisque le marché de l'emploi ne leur était pas forcément favorable. Donc déjà, il y a un contexte. Le contexte, c'est la crise sanitaire. Qui dit crise sanitaire dit on a tous été confinés, on a tous été enfermés chez nous et on a été amenés à réfléchir à notre vie. On a pu se recentrer un peu sur soi, à réfléchir à nos propres attentes. Beaucoup se sont dit mais en fait, voilà, moi je ne veux plus jamais entrer dans ce mode de vie métro boulot dodo ou travailler un nombre d'heures incalculable par semaine. Et donc au sortir de cette crise sanitaire, je vais tout simplement réinventer ma vie. Certains ont travaillé sur leur ikigai, c'est un concept qui est assez tendance chez les jeunes en ce moment. Donc ça, c'est le premier constat. On réfléchit, on a de nouvelles attentes. Et le deuxième constat, c'est effectivement ces difficultés de recrutement que rencontrent les entreprises. Et donc les candidats sont plutôt en position de force, ce qui nous amène à cette situation de grande démission. Et pour répondre du coup à cette grande démission, il y a forcément des méthodes, des outils que l'on peut employer. Déjà, il y a une étude Microsoft qui montre que la principale cause de la grande démission, c'est en gros un misfit, ou en tout cas l'inadéquation entre les valeurs personnelles des candidats ou des salariés et la culture de l'entreprise. Donc ça, c'est peut-être le premier élément à investir en tant qu'employeur, c'est de travailler sur sa culture. Comment est-ce qu'on la matérialise ? Est-ce qu'on est dans une culture de l'innovation ? Est-ce qu'on est dans une culture plutôt jeune et accueillante, inclusive, etc. Donc tout un tas de sujets comme ça. Donc voilà, en tant qu'entreprise, je pense que c'est important de réfléchir déjà à tout ça. Le deuxième élément, c'est celui du bien-être. On parle beaucoup de qualité de vie au travail. Il y a même une semaine de la qualité de vie au travail qui existe en France. Donc voilà, comment est-ce qu'on accompagne les collaborateurs vers plus de bien-être au travail ? Comment on lutte contre les risques psychotechniques, etc. Ensuite, il y a ce troisième sujet qui est la quête de sens. On parle clairement beaucoup de cette quête de sens. Et là, du coup, comment on répond à la quête de sens des salariés ? Et voilà, je peux vous rassurer, toute personne qui écoute aujourd'hui, tous les métiers ont un sens. Clairement, tous les métiers ont un sens. Et j'aimerais bien prendre juste un petit exemple. Avec plaisir, vas-y. J'avoue que là, je suis un peu dans un monologue, mais voilà. Comme tu l'as dit, Chloé, c'est un sujet passion pour moi, donc tu peux me laisser, en fait, pendant se voit. Pendant 1 heure ou deux, je pense que je vais pouvoir dire pas mal de choses. Et l'exemple en question, c'est une société que j'ai rencontrée récemment qui s'appelle Vago. La mission de Vago, c'est de travailler auprès des gens du voyage et c'est en gros d'entretenir les aires d'accueil des gens du voyage. Entretenir, mais aussi gérer les contrats. Les contrats de combien de temps ils y restent, quelles sont les conditions pour être sur une aire d'accueil. Et cette société, du coup, forcément, elle a, comme toutes les autres sociétés, des difficultés de recrutement. Et ces métiers, lorsque j'échange avec les personnes qui travaillent au sein de la société, ils ont un sens pour ces personnes-là. Ça fait sens au quotidien, en fait, d'accompagner ces populations-là. Et merci pour l'exemple, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on parle de marque employeur, on en discutait un peu informellement, mais on se dit toujours qu'il y a des entreprises pour qui ça va peut-être être plus facile que pour d'autres de montrer le sens, de développer leur attractivité. Il y en a d'autres sur lesquelles effectivement on se dit que peut-être, je sais pas, alors je parle pas forcément de cet exemple, mais il y a peut-être des entreprises un peu moins glamour, un peu moins attractives de prime abord. Et donc c'est intéressant de les aider à réfléchir sur cette question du sens et en tout cas de confirmer qu'il y en a bien partout. Et on se retrouve bien sur la question du fit. Je pense que c'est un point important du fit entre les valeurs de l'entreprise et celles des candidats. Et je pense que de ton côté, accompagner des entreprises à vraiment travailler sur leurs valeurs, les mettre en évidence pour que les candidats aient les moyens de choisir et de s'engager en toute connaissance de cause. Et de notre côté, on va aider des entreprises à bien évaluer les valeurs des candidats, au-delà de celles qui disent aussi naturellement d'entretien, et de regarder comment est-ce qu'on peut objectiver cette question de fit justement. Donc on se retrouve très très bien là-dessus. Alors, effectivement, quand je t'ai proposé d'intervenir dans ce podcast, je t'ai demandé quelle thématique. Tu m'as dit marque employeur et personal branding. Donc du coup, j'aimerais aller sur la partie personal branding. Est-ce que déjà tu peux le définir et puis nous en dire un petit peu plus sur le sujet ? Ouais, alors déjà, peut-être faire le lien entre la marque employeur et le personal branding, puisque le lien n'est pas forcément évident. Pourquoi intervenir sur ces deux thématiques qui, en apparence, sont complètement distinctes ? En fait, la marque employeur, pour moi, c'est un peu le cumul des marques personnelles de l'ensemble des collaborateurs. C'est-à-dire que c'est beau, hein, dit comme ça. Très belle phrase. Je sens que ça te procure de l'émotion, Chloé. Si l'entreprise capitalise uniquement sur ses messages en tant qu'employeur, donc des messages très policés, très corporate, forcément la marque employeur ne va pas porter ses fruits, c'est-à-dire qu'on va continuer à avoir des difficultés à recruter. Par contre, si on implique les collaborateurs dans les messages diffusés à l'externe,
on va avoir beaucoup plus d'impact. Il y a une statistique de Welcome to the Jungle qui montre que les messages véhiculés par les collaborateurs ont 24 fois plus d'impact que les messages diffusés par les entreprises elles-mêmes. Donc c'est assez énorme. Et si, en tant qu'entreprise, vous permettez aux collaborateurs de communiquer sur leur profil LinkedIn, mais aussi sur leurs propres réseaux sociaux personnels, ça peut être du TikTok, ça peut être Instagram, ça peut être Twitter, ça peut être ce que vous voulez, clairement, vous allez développer leur fierté d'appartenance. Ils vont être très contents de communiquer sur leur quotidien, sur ce qui fait sens dans leur travail, et se donner de la visibilité, ça permet de se valoriser. Alors justement, j'ai 2 questions, parce qu'effectivement, tu dis, si en tant qu'entreprise, vous permettez à vos collaborateurs de le faire, comment est-ce qu'une entreprise, je sais pas si tu as des exemples, va travailler sur ce vecteur-là, parce qu'il s'agit pas juste de le vouloir, il faut quand même encourager ses collaborateurs à avoir cette initiative-là. Et ma deuxième question, dans un deuxième temps, c'est est-ce que tu as des recommandations pour des collaborateurs qui auraient envie de travailler justement sur cette partie personal branding? Ouais, alors je sais pas si Chloé, tu suis la page Decathlon France par exemple. Évidemment. Évidemment. Mais c'est vrai que lorsqu'on a donc des nouveaux collaborateurs par exemple qui arrivent chez Decathlon, qui vont travailler dans un magasin, la personne en général dit je suis très fier d'intégrer l'entreprise Decathlon, etc. Et en parallèle, imaginons que la personne vienne travailler à Lille, on a quelqu'un du Decathlon de Pau par exemple qui va souhaiter la bienvenue tout simplement à cette personne qui vient d'arriver à Lille sans forcément la connaître. Et c'est ça la force en fait d'une boîte comme Decathlon sur les réseaux sociaux, c'est que tous les collaborateurs sont connectés les uns aux autres, échangent sur la même plateforme, viennent interagir avec les posts que les uns et les autres peuvent publier. Et c'est vraiment vers ça, je pense, que toute entreprise doit tendre. Par exemple, dans une petite structure, dans des PME, dans des petites boîtes, très régulièrement, je vois des collaborateurs qui ne sont pas du tout connectés les uns aux autres sur les réseaux sociaux. Donc forcément, si on a une personne à la compta qui publie, mais que l'autre au service marketing ne voit pas ce post, forcément, le post va jamais vraiment prendre en audience, en visibilité, alors que s'ils étaient déjà connectés les uns avec les autres, ils s'auto-donneraient, on va dire, cette visibilité qui bénéficierait à l'entreprise. Donc le conseil pour sensibiliser les collaborateurs, c'est déjà de les réunir tout simplement sur une visio, sur une conférence ou autre, de leur montrer l'intérêt qu'ils auraient eux-mêmes à titre personnel à investir les médias sociaux pour leur propre personal branding, pour la visibilité que ça leur donne, pour la notoriété qu'ils peuvent développer auprès de leur réseau, et de leur faire part des bonnes pratiques. C'est-à-dire quel type de post est-ce qu'on peut publier sur LinkedIn, pourquoi il est important aujourd'hui d'avoir, on va dire, un œil régulier sur le SSI LinkedIn, qui est un peu un indicateur de notoriété pour les collaborateurs. Alors, est-ce que tu peux expliquer justement, je fais une petite pause parce que j'imagine que ça parle pas à tout le monde. Et évidemment, donc le SSI LinkedIn, c'est donc un acronyme qui signifie le Social Selling Index. Comme son nom l'indique, le Social Selling Index, à la base, c'est un outil destiné aux commerciaux, pour que les commerciaux puissent se dire si oui ou non ils sont visibles sur LinkedIn, si ils ont un bon score pour attirer des clients potentiels. Mais ce score, il est très utile pour n'importe quel collaborateur qui, d'ailleurs, n'ont pas forcément une casquette commerciale. Ce score, il oscille entre 0 et 100. L'objectif, évidemment, c'est d'être le plus proche de 100. Je suis. Exactement. Donc ce score, il va être conditionné par les personnes que vous ajoutez au sein de votre réseau, par les interactions que vous nouez sur ce réseau social en termes de likes, de commentaires, etc. Par les personnes qui parlent de vous aussi sur le réseau social, par les échanges que vous pouvez nourrir à travers la messagerie LinkedIn, par les informations que vous partagez régulièrement. Et tout ça, ça donne du coup votre score de notoriété. Et je confirme que c'est grâce à notre dernière discussion que j'ai découvert mon score de SSI. J'en suis ravie. Je l'ai oublié, mais en tout cas, c'était très intéressant. Trop cool. Donc, j'imagine que du coup, tous ces moments où les entreprises vont sensibiliser leurs collaborateurs sur la façon de le faire, pourquoi le faire, etc., ça fait partie des sujets sur lesquels tu peux accompagner, toi, des entreprises aujourd'hui. C'est ça. Donc, il y a pas mal de sujets sur lesquels déjà je peux accompagner les entreprises, et particulièrement ce sujet-là parce que je suis passionné et comme je vous le disais, moi, j'ai créé mon activité en développant ma propre image sur un blog dans un premier temps, mais ensuite sur les réseaux sociaux. C'est grâce à ça que je me suis attiré des tas de collaborations. Et donc vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez attirer des collaborateurs grâce à cette visibilité. Je veux juste ajouter quand même un outil qui me semble essentiel aujourd'hui pour aborder les salariés, c'est la charte d'utilisation des médias sociaux. Des chartes d'utilisation des médias sociaux, il y en a partout sur Internet. Donc il n'y a aucune excuse pour ne pas en avoir une aujourd'hui. Tout simplement, c'est une charte qui va préciser ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire, donc pas le droit de dénigrer son employeur par exemple, et qui va encourager les collaborateurs à prendre la parole. Donc finalement, si je résume, en tant qu'entreprise, vous pouvez avoir des attentes et des attentes précises vis-à-vis de vos collaborateurs sur la façon dont ils vont communiquer, alors que c'est leur propre compte personnel? Alors,
Oui, des attentes, mais en fait, l'idée c'est plus de sensibiliser que de contrôler. On sensibilise les collaborateurs au fait que c'est bien de prendre la parole. Vous pouvez adopter votre propre tonalité. Par contre, voilà, il y a des messages évidemment, par exemple de la confidentialité, des choses qu'on ne peut pas partager, ou le fait de dénigrer son employeur, montrer les risques que ça peut représenter. Mais par contre, le collaborateur, l'idée c'est quand même qu'il se sente libre de publier le type de contenu qui lui convient. Donc si par exemple on a des collaborateurs qui sont très à l'aise en vidéo, lancez-vous dans la vidéo. S'ils ont du mal à écrire, on va pas leur demander d'écrire des longs posts LinkedIn. Par contre, à l'inverse, on a potentiellement des Proust en herbe qui sont prêts à écrire des posts vraiment inspirants. Donc eux, on va plutôt les encourager à aller dans cette voie-là. Moi, je vois très bien l'intérêt pour l'entreprise. Quels sont les intérêts pour les collaborateurs de faire ça ? En fait, les collaborateurs, eux, vont se donner de la visibilité. Ils vont justifier de leur expertise. Ils vont montrer que voilà, leur job au quotidien, finalement, il a quelque chose d'intéressant, qui fait sens. Et donc, c'est simple, c'est un peu de l'introspection qu'on montre un peu à tout le monde. En écrivant un post LinkedIn, j'entends, qui montre que mes tâches au quotidien ont du sens, ça me convainc moi-même que ma mission a du sens. Donc c'est un cercle vertueux, en fait, tout simplement. Et clairement, sur les réseaux sociaux, et c'est d'ailleurs ce qui en fait le succès, lorsqu'on publie quelque chose, on s'attend à obtenir des réactions, des likes, des commentaires, etc. Et ces likes et ces commentaires sont extrêmement valorisants. Et donc le collaborateur qui publie au nom de son entreprise un post qui obtient des likes et des commentaires se sent valorisé du fait qu'il travaille dans l'entreprise. Voilà, le cercle vertueux est clairement là. C'est très clair. Et alors, c'est vrai qu'on aime bien les exemples parce que ça peut inspirer des entreprises qui nous écoutent. Est-ce que tu auras un exemple vraiment d'une entreprise que tu considères comme rôle modèle sur le sujet de la marque employeur et nous dire pourquoi et qu'est-ce que cette entreprise a pu mettre en place ? J'ai par exemple Extia. Extia, c'est une super boîte. Je leur passe le bonjour d'ailleurs s'ils nous écoutent. Extia, donc c'est une boîte qui est considérée comme étant une boîte Great Place to Work. Ils ont le label en fait Great Place to Work et tous les ans ils sont dans le top 3 des entreprises dans lesquelles il fait bon travailler. Et c'est vrai que quand on entre chez Extia, déjà on est super bien accueilli, les gens sont sympas, etc. Ils recrutent d'une manière particulièrement originale avec un jeu de cartes via lequel on est invité à se définir soi-même, à donner ses propres qualités, etc. Mais surtout, chez Extia, et ce qu'on voit, c'est que les profils des Extiens, comme ils les appellent, sont chartés déjà sur LinkedIn. La plupart des profils, en tout cas, disposent d'un bandeau Extia et on le voit aussi sur les titres, sur les intitulés de poste. Régulièrement, il est mentionné Extia, Great Place to Work. Entreprise dans laquelle il fait bon travail. Et ça fait partie du job à part entière que de travailler dans une boîte dans laquelle il fait bon travail. Du coup, ça pour moi, c'est un super exemple. C'est vrai que quand on mentionne Extia sur les réseaux sociaux, moi, je suis déjà allé les voir plusieurs fois, en fait, il y a plein de gens chez Extia qui viennent parler avec vous, liker le post, commenter, etc. Et voilà, c'est agréable. On a l'impression presque d'être face à une famille. Alors, ça peut faire flipper certaines personnes, hein. Mais là, il n'y a pas le côté flippant de ça dépend de votre famille. Ça dépend de la famille, c'est ça. Bon, en tout cas, là, on a la possibilité de choisir sa famille. C'est ça qui est intéressant. Pas mal. Donc ça, ce serait plutôt un bon exemple. Alors, ce qui intéresse aussi, je pense, c'est toujours d'avoir des exemples d'entreprises pour lesquelles c'est beaucoup plus challenging de travailler sur ces sujets-là. Dans les entreprises avec lesquelles tu as travaillé, pour qui ça a été peut-être plus gros challenge que d'aborder le sujet de la marque employeur? Ouais, alors là, moi, je vais balancer des noms, du coup. Allez, c'est le bon moment. Bon, mais il ne va pas m'en vouloir, d'autant que là, je vais le voir dans quelques jours. Donc, voilà. Je pense qu'il sait très bien que je parle régulièrement de lui. Il s'agit de Sébastien Laurent, par exemple, qui travaille au sein du groupe IMA. Donc, voilà, on salue Sébastien. Bonjour Sébastien. je suis allé à la rencontre de Sébastien et de ses équipes de recrutement au sein du groupe IMA à Niort. Et il se trouve que pendant la formation que j'animais du coup autour des difficultés de recrutement, de la marque employeur, on a abordé ce sujet de LinkedIn. Et clairement, LinkedIn, c'était pas un réflexe pour eux. Au niveau de l'équipe de recrutement, ils se disaient, mais en fait, est-ce qu'on est vraiment pertinent à investir LinkedIn? Est-ce qu'il n'y a pas de risque aussi à publier régulièrement sur LinkedIn, etc. Donc moi, je leur dis, non, en fait, au contraire, il y a que des opportunités et c'est votre rôle à vous, en tant que recruteur, en tant que responsable RH, que de publier sur LinkedIn, qui est quand même un outil professionnel. Et donc, j'ai un peu pris par la main, on va dire, Sébastien Laurent. Je lui ai dit, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une photo, tous ensemble, tout simplement, au moment de cette formation. Donc, on était masqués à l'époque, puisque c'était période Covid. Donc, on fait une photo masquée. Très sympa, il la publie sur son compte et il se trouve qu'il a obtenu plus de 140 réactions sur ce premier post. Pas mal. Plutôt pas mal. Donc ça, c'est en termes de réactions. Derrière, il y a eu des commentaires.
Il y a eu des repartages des collaborateurs IMA et surtout la communication, la direction de la communication est venue le voir la semaine suivante et l'a encouragé en fait à continuer dans cette voie-là, de sorte que notre ami Sébastien a continué à publier sur LinkedIn autour de causes d'ailleurs même un peu plus personnelles, des causes sur lesquelles il est particulièrement engagé. Et assez récemment, j'ai découvert un de ses posts LinkedIn qui montre que sur le site de Rouen, ils ont organisé un événement type job dating, en gros un salon de recrutement, et ils ont eu plus de 65 candidats qui sont venus les voir sur le stand, alors que par le passé, voilà, c'était beaucoup plus compliqué d'attirer des candidats. Donc comme quoi ça fonctionne. Bon, c'est une belle success story. Je pense que ça redonnera le smile à beaucoup de personnes qui se disent que ça va être plus difficile dans leur entreprise que dans d'autres. Mais c'est bien justement d'avoir des exemples d'entreprises un petit peu différentes. Dans la question que j'aime bien poser dans ce podcast, quelles seraient les 3 fausses bonnes idées reçues en matière de marque employeur? Ça, c'est une bonne question. Bonne Merci. question, pression. Alors, en fait, bah oui, des fausses bonnes idées, il y en a pas mal. Je vais essayer d'en trouver 3. Une première, ce serait par exemple de faire des promesses qui collent absolument aux attentes des candidats, sans forcément que ce soit révélateur de ce qui se passe réellement en interne dans l'entreprise. On Merci. est souvent tenté. Ouais, je pense que tu es d'accord Je la avec moi. retrouve pas mal celle-là, donc Ouais. merci. Ça, c'est peut-être le truc le plus évident au monde, mais voilà, il y a Mais quand pas même pour encore tout le monde, donc je te laisse développer. c'est clair. Il y a plein d'entreprises qui font encore cette erreur de se dire voilà, bah les candidats attendent ceci, attendent cela. Dans ce cas, bah je vais tout simplement développer des messages qui vont dans ce sens, alors que c'est pas du tout le vécu de cette manière-là en interne. Donc voilà, plutôt une fausse bonne idée. La deuxième fausse bonne idée, ce serait de mettre tous ses efforts sur sa politique salariale. Souvent, quand je rencontre des professionnels RH ou des recruteurs, ils me disent mais en fait nous on a un salaire qui est pas du tout à la page, qui est pas du tout compétitif. Et du coup, on n'arrive pas à recruter. Et donc, bah, ils auraient tendance à mettre le paquet sur le pack de rémunération, sur la politique salariale. Mais aujourd'hui, le critère number 1 de choix d'un candidat, enfin, le choix, désolé, c'est un peu dur la fin de journée. En plus, j'étais accueilli, je tiens à le préciser, j'étais accueilli avec du champagne, donc voilà, Je suis autant vous désolée, dire je le ferai plus. Ah non, mais c'est un plaisir, je suis très content. Mais voilà, donc en gros, mettre tous ses efforts sur la politique salariale, c'est pas forcément un bon plan, puisque le premier critère de choix d'un candidat aujourd'hui, ça reste la culture d'entreprise et le sens qu'il trouvera dans ses missions. Voilà, tout simplement. Et le troisième élément, c'est celui de, pour moi, une des fausses bonnes idées, c'est de faire des vidéos métiers hyper classiques. En gros, la vidéo métier, gros plan sur le collaborateur qui raconte sa vie, qui raconte ses tâches au quotidien, aujourd'hui, ce n'est plus une bonne pratique. Tous les employeurs ont investi cet outil, ont investi ce format, donc il n'est plus différenciant. Si vous voulez faire des vidéos métiers, faites des vidéos métiers avec des influenceurs ou avec des gens qui viennent un peu sur un mode journalistique, interviewez vos collaborateurs. C'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus humain, beaucoup moins charté entreprise, c'est beaucoup plus authentique. Donc arrêtez les vidéos métiers trop classiques, gros plan sur le collaborateur et privilégiez la tonalité un peu plus journalistique. Ok, merci pour ça. Et effectivement, pour tous ceux qui ont probablement l'idée, en nous écoutant, de vidéo métier, je suis sûre que tu peux partager plein d'autres choses par la suite à ceux que ça peut intéresser. Moi, ça résonne énormément la première fausse bonne idée dont tu as parlé, qui est faire des promesses, parce que régulièrement, je dois le dire, quand j'échange avec des clients qui me disent bon bah on a besoin de gagner la guerre des talents, le même sujet d'ailleurs dont on se parle depuis pas mal de temps, Ouais. et donc d'attirer des candidats, qu'est-ce qu'ils veulent entendre aujourd'hui? C'est ça leur question, c'est qu'est-ce que veulent entendre les nouvelles générations, et tiens, on va leur dire ça. Et en fait, nous, notre réponse, c'est effectivement toujours de dire la réalité, c'est qu'est-ce qui est vraiment votre culture et comment vous allez en parler, parce que comme tu le dis dans les chiffres clés, les gens partent en fait, ils se rendent compte que entre la promesse et la réalité, il y a un grand écart. Donc Il faut qu'on intervienne en duo du coup, puisqu'on a le même absolument, on discours. va faire ça. Donc ça me fait plaisir, on est alignés, tu peux rester pour boire un verre de plus. Je me mets à la place des entreprises qui n'ont pas encore démarré sur le sujet de la marque employeur, qui n'ont peut-être pas une entreprise sur laquelle on est extrêmement mature là-dessus, ou on a d'énormes moyens. Ce serait quoi les conseils que tu aurais envie de donner à ce type de boîte? Alors déjà d'être bien structuré, parce que ça reste quand même une stratégie, c'est un sujet qui est important, qui peut paraître un peu bullshit, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un sujet en tout cas qu'il faut absolument investir aujourd'hui. Donc déjà se baser peut-être sur des éléments de diagnostic comme travailler sur l'expérience candidat, l'expérience collaborateur, analyser la concurrence, sa propre réputation aussi, retravailler ses offres d'emploi, etc., etc. Donc voilà, il y a pas mal d'éléments comme ça tangibles sur lesquels travailler. On arrête aussi le bullshit, vraiment. Oui. Aujourd'hui, on veut du concret. C'est ce que cherchent les candidats. Ils cherchent de la transparence et des exemples concrets. Donc, c'est ce qu'il faut leur offrir. Derrière, donc peut-être mon deuxième conseil, ce serait de vraiment impliquer les collaborateurs. Pas forcément de leur prémâcher le travail, mais plutôt de les sensibiliser aux opportunités qu'ils auraient à
diffuser des messages sur les réseaux sociaux, à prendre la parole au nom de l'entreprise. Et donc voilà, les suivre aussi à travers ça. Et puis le dernier conseil, ce serait de rester à la page des dernières tendances. Et rester à la page, ça c'est aussi un gros souci que les recruteurs ont. Enfin, pas les recruteurs, je vais pas tous les mettre dans le même panier parce qu'on va se mettre des gens à dos. Mais en tout cas, j'ai quelques personnes de temps en temps que je rencontre qui me disent non mais moi Instagram ça m'intéresse pas. TikTok c'est pas du tout une plateforme que j'ai envie d'utiliser ou que j'ai envie d'investir. Mais en fait la question c'est pas de savoir si vous en tant que recruteur vous appréciez ces plateformes et si vous y allez. La question à se poser c'est est-ce que mes candidats cibles y sont. Et si ces candidats cibles y sont, il faut y aller. La réponse est aussi simple que ça. Ok, donc une raison de plus d'aller sur TikTok. Merci Guillaume. Et alors du coup, la question opposée, et c'est ma dernière question. Une entreprise justement beaucoup plus mature, qui a les moyens, qui a déjà investi ce type de sujet. Je sais que tu travailles avec des entreprises qui ont déjà quand même pas mal maturé sur le sujet de la marque employeur. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? En fait, qu'est-ce que tu vois comme un peu la cerise sur le gâteau pour des entreprises qui travaillent sur le sujet depuis des années? L'idéal, c'est vraiment de rester à la page. C'est-à-dire qu'en fait, on s'ennuie jamais en marque employeur, de base. Moi, je vous le dis, ça fait une quinzaine d'années que je suis sur le sujet et il y a des concepts qui émergent, je vais pas dire toutes les semaines, mais quand même assez régulièrement. Donc voilà, un moment, c'était les vidéos métiers. Gros plan sur le collaborateur, c'était la tendance. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur une tonalité plutôt journalistique. Donc l'entreprise, la grosse boîte qui faisait des vidéos métiers très classiques par le passé, aujourd'hui, elle va en faire de nouvelles, mais sur une tonalité beaucoup plus accessible. Beaucoup plus sur des formats story, réseaux sociaux, les réels Instagram ou les vidéos TikTok, par exemple. On parle aussi de métavers en ce moment. C'est pas encore une tendance, mais il faut quand même rester un peu à l'affût des tendances sur le sujet. Si demain ça vient à émerger, pourquoi pas s'y mettre? Même si à titre personnel, on n'est pas convaincu par le métavers. Alors j'ai une question bonus, j'ai dit que c'était la dernière. J'adore les questions bonus. Est-ce que tu vois des différences à l'international entre les pays sur le sujet de la façon de traiter la marque employeur? En fait, il y a clairement des tendances et je me souviens d'un organisme que j'avais rencontré, moi j'en rencontre même régulièrement, je pense à Universum par exemple. Universum, ils interviennent partout dans le monde, ils ont des bureaux en fait dans pas mal de pays du monde et ils dressent régulièrement le portrait robot des candidats et ce portrait robot varie d'un pays à un autre. Les attentes varient d'un pays à un autre. Donc forcément, il y a des différences. Et on a aussi des formats qui peuvent être différents. Par exemple, dans les pays anglo-saxons, le career fair, donc le salon de recrutement, c'est quelque chose qui est très tendance. Et ces salons de recrutement, on prend rendez-vous avec un recruteur en live. Et voilà, le rendez-vous est fixé, on a 15 à 30 minutes d'entretien avec ce recruteur, mais tout est fixé. Le career fair en France, c'est pas du tout la même chose. On y vient un peu à l'arrache, avec son CV ou même sans CV, et puis on échange avec quelqu'un qui est pas forcément recruteur d'ailleurs. Donc oui, les tendances, elles sont différentes d'un pays à un autre, et ça, du coup, c'est une super question bonus, puisque conseil aux entreprises, il faut vraiment identifier les tendances pays par pays pour pouvoir s'y adapter. Écoute, merci beaucoup Guillaume. Je pense qu'on a fait le tour de toutes mes questions, les bonus et les non-bonus. Donc merci pour ton intervention. Merci beaucoup Chloé, c'était un plaisir. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Et en attendant, n'hésitez pas à aller réécouter les anciens. Comme ces conversations sont riches, on a décidé de condenser l'ensemble des points clés de cet épisode sur une page que vous pourrez retrouver soit en cliquant sur le lien en description de cet épisode, soit sur le site AuthenticTalent.fr. Suivez-nous sur notre site AuthenticTalent.fr ou sur notre page LinkedIn. À très vite. Au revoir.